Vous savez, cela fait 3 reports successifs depuis donc la proclamation définitive des résultats des élections locales du 17 juillet 2025 par la Chambre administrative de la Cour suprême, donc le 6 août 2025. On se retrouve véritablement dans une situation inédite depuis donc les premières élections municipales du 30 juin 2019. À l'époque, vous vous rappelez bien, les résultats définitifs ont été proclamés par la Cour suprême le 30 août 2019 et les premières réunions des conseils municipaux consacrés à l'élection donc des maires et leurs adjoints ont été organisées à partir donc du 10 septembre 2019. On se pose alors véritablement la question, quel est le délai légal dans lequel le maire et ses adjoints doivent être élus véritablement? À la matière, c'est la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales qui nous renseigne véritablement. L'alinéa premier donc de l'article 123 de cette loi dispose que pour l'élection du maire et des adjoints, le conseil municipal est convoqué exceptionnellement par le préfet dans les 60 jours, au plus tard, qui suivent donc les résultats définitifs proclamés par la Cour suprême. Dans le cas précis, c'est-à-dire dans le cas de l'espèce, malgré les multiples reports des premières réunions des nouveaux conseils municipaux consacrés donc à l'élection donc des maires et adjoints aux maires par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, les dispositions donc de l'article 123 n'ont pas été violées véritablement. Ce délai légal court jusqu'au 5 octobre 2025 et donc l'élection des maires et leurs adjoints doit réglementairement avoir lieu avant cette date butoir. Si sur le plan du droit, cela ne semble pas créer donc d'ambiguïté, cela ne semble pas créer de problème et cela ne semble pas violer donc les dispositions de la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales, on peut quand même apercevoir derrière ces reports successifs, ces multiples reports, des raisons politiques, notamment des éventuelles tractations ou discussions pour l'équilibre et la représentativité donc des tendances politiques au sein des futurs bureaux exécutifs donc des conseils municipaux des 117 communes donc que compte notre pays, le Togo. Parce qu'en fait, en 2019, le parti Union pour la République UNIR a obtenu au total 920 conseils municipaux sur 1527 que comptent donc les 117 communes donc du Togo. 6 ans plus tard, à la suite donc des élections municipales du 17 juillet 2025, c'est pratiquement 1150. Donc 1150 conseillers municipaux. Donc le parti au pouvoir, c'est-à-dire UNIR, a renforcé davantage sa majorité en termes de conseillers municipaux à travers donc les 117 communes. Et donc nous nous retrouvons dans une situation où le rapport de force politique s'est considérablement accru entre le parti au pouvoir et l'opposition, entre le parti majoritaire et puis l'opposition qui est minoritaire véritablement en termes de représentativité. Et donc cela oblige encore une fois les autres formations et mouvements politiques qui aspirent donc à être représentés au sein donc de ces bureaux exécutifs là, des bureaux exécutifs donc des conseils municipaux, à des négociations et des pourparlers avec donc le parti UNIR, donc qui dispose de la majorité donc des conseillers municipaux véritablement. Et donc les formations politiques et autres mouvements politiques ou citoyens comme l'ANC, l'UFC, l'a dit, tout vient bâtir clé et DMP serait, donc c'est la lecture que nous faisons, serait donc actuellement en contact avec le parti UNIR afin d'obtenir donc le soutien donc de ces conseils, le soutien de ces conseillers municipaux au cours donc de ces premières réunions donc des nouveaux conseils municipaux véritablement. Je pense qu'il est important, avant toute chose, de savoir que dans les 117 communes que compte donc le Togo, nous avons d'abord les conseils municipaux. Et donc, chaque conseil municipal dans la commune est composé de plusieurs membres, que sont les conseillers municipaux, élus par la population de la commune pour un mandat de 6 ans. Donc, ils peuvent être réélus 2 fois. Donc ceci veut dire qu'un conseiller municipal peut rester à son poste pendant 18 ans si la population de la commune continue de voter pour lui. En fait, c'est ce que prévoit donc la loi relative donc à la décentralisation et aux libertés locales. Après, on trouve le maire et ses adjoints.
Et donc, pour devenir maire ou adjoint au maire, il faut d'abord être un membre du conseil municipal. C'est-à-dire, il faut d'abord être un conseiller municipal. Ensuite, il faut être élu par les autres membres. Donc, il faut être élu par ses pairs du même conseil municipal. Il faut être élu par les autres conseillers municipaux donc, du même conseil municipal, donc de la même commune d'ailleurs. Et le maire et ses adjoints sont élus pour un mandat de 6 ans, renouvelable 2 fois aussi. Ça aussi, c'est la loi qui le dit. Et donc, l'élection du maire et les adjoints au maire suit une procédure décrite donc par la loi relative à la décentralisation aux libertés locales, notamment à partir de ces articles 122 suivants, c'est-à-dire en allant même jusqu'à l'article 128. Et donc, précisément, l'article 122 dispose que le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés au cours de sa première réunion. Et donc les réunions qui doivent être convoquées exceptionnellement, comme on l'a dit, par le préfet donc, du ressort territorial donc, de la commune. Toutefois, si après 2 tours de scrutin, c'est-à-dire au cours de cette réunion, si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu donc, la majorité absolue, et donc, vous voyez comment la loi organise véritablement cette situation où, à la suite donc, du premier tour, on n'arrive pas, aucun candidat n'arrive donc à obtenir la majorité absolue des suffrages. La loi nous renseigne et nous dit qu'en fait, après ce premier tour-là, ou après ces 2 tours, donc après les 2 tours du scrutin, si aucun candidat, donc je récapitule, toutefois, après les 2 tours, donc, si après 2 tours donc, du scrutin, aucun des candidats donc, au poste de maire n'arrive donc pas à obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés, la loi prévoit que l'élection a lieu à la majorité relative. C'est-à-dire à la majorité simple véritablement. En cas d'égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu. C'est-à-dire on peut se retrouver dans une situation où les candidats qui sont en liste pour le poste de maire obtiennent à la fin les mêmes voix véritablement, ont le même nombre de suffrages exprimés. Et donc, la loi, à la fin de tout ce processus-là, nous enseigne que le dernier recours qui reste, c'est que parmi les 2, le plus âgé devient donc automatiquement le maire élu, parce qu'ils ont obtenu le même nombre de suffrages exprimés véritablement. Et donc, pour cette première réunion du conseil municipal, elle est convoquée par le préfet du ressort territorial de chaque commune dans les 60 jours au plus tard qui suivent donc les résultats définitifs proclamés par la Cour suprême. C'est ce que j'essayais d'expliquer au cours de ma première intervention par rapport à votre première question. Et donc la convocation indique, la convocation qui est donc faite, qui est donc adressée donc par le préfet aux conseillers municipaux, indique l'élection à laquelle il sera procédé, donc l'élection du maire et les adjoints au maire, et la date du scrutin véritablement, la date à laquelle donc cette réunion devra permettre véritablement d'élire donc le maire et les adjoints au maire donc de cette commune. Et donc il faut rappeler donc que la première réunion, c'est-à-dire la première session du conseil municipal de la commune est consacrée à l'élection du maire et les adjoints au maire. C'est ce que la loi prévoit, c'est ce que la loi dit véritablement. La séance est dirigée par un bureau provisoire composé du doyen d'âge qui est président et du plus jeune secrétaire. En ce qui concerne donc le nombre des adjoints au maire, il est fonction donc du nombre des habitants de chaque commune. C'est toujours la loi qui nous renseigne véritablement. Un adjoint pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 50 000 habitants. Voyez-vous, 2 adjoints pour les communes dont la population est comprise entre 50 001 et 100 000 habitants. 3 adjoints pour les communes dont la population est comprise entre 100 001 et 150 000 habitants. Et 4 adjoints pour les communes dont la population est supérieure à 150 000 habitants. Le procès verbal de l'élection du maire et des adjoints est publié dans les 24 heures qui suivent donc la clôture du scrutin par voie d'affichage à la porte de la mairie ou en tout autre lieu choisi par le conseil. S'il n'existe pas encore de mairie, cette situation peut également se présenter. Il est dans le même délai adressé au préfet qui le transmet au ministre chargé de la décentralisation
et publié au journal officiel de la République togolaise. Le maire et les adjoints au maire doivent donc avoir leur domicile dans la commune où ils résidaient depuis au moins 6 mois. C'est une des conditions également pour être candidat donc au poste donc de maire ou adjoint au maire. Non seulement il faut être élu en tant que conseiller municipal, il faut être membre du conseil municipal. Donc, non seulement il faut être élu en tant que conseiller municipal. Donc, quand on est conseiller municipal, on est automatiquement membre du conseil municipal de la commune. Et après, la loi nous renseigne qu'il faut aussi avoir son domicile donc dans la commune où il résidait depuis au moins 6 mois véritablement. Donc, à la suite donc, de l'élection, un recours en annulation peut être introduit s'il y a des voix contestatrices véritablement qui contestent donc le processus électoral qui a abouti donc à l'élection du maire aux adjoints au maire. La loi nous dit qu'il est prévu qu'à la suite donc de cette élection-là, qu'un recours en annulation peut être introduit donc contre donc l'élection du maire et des adjoints devant la juridiction compétente par un conseiller municipal ou un électeur de la commune dans les formes et délais prévus par la loi. Et en la matière, on sait que tout ce qui concerne les élections municipales, c'est-à-dire les élections locales, cela relève de la compétence donc de la Chambre administrative de la Cour suprême. Donc le préfet peut exercer ce recours également en annulation dans un délai de 15 jours après réception du procès verbal de l'élection. Donc la loi nous dit qu'en fait, à la suite donc de cette élection également, le préfet peut, donc parmi les personnes qui ont ce droit-là donc d'introduire ce recours en annulation, nous avons également le préfet qui peut le faire, mais dans un délai de 15 jours après réception donc du procès verbal de l'élection qui lui est adressé. Enfin, lorsque l'élection du maire et des adjoints est annulée ou que pour toute autre cause, ceux-ci ont cessé véritablement, Enfin, donc, lorsque l'élection du maire et les adjoints est annulée ou que pour toute autre cause, ceux-ci ont cessé donc leur fonction véritablement, le conseil municipal est convoqué par le préfet pour procéder donc à leur remplacement dans le délai de 15 jours à compter de la date d'annulation de l'élection ou de la cessation donc des fonctions du maire ou les adjoints au maire. Donc, c'est en fait comment la loi organise véritablement l'élection du maire et les adjoints au maire véritablement. Je pense que préalablement, il faut préciser que le maire est le premier magistrat de la commune. Donc, c'est le premier responsable. C'est le chef de l'administration communale. Et donc, il est donc à ce titre à la fois le représentant de la population de la commune dont il est l'élu. Parce que tous les conseillers municipaux sont élus donc par les habitants, les électeurs donc de leur commune, et agents de l'État dans les domaines définis par la loi relative donc à la décentralisation et aux libertés locales. Donc, en tant que magistrat, en tant que chef de l'administration communale, le maire est le représentant donc de la population parce qu'il a été élu donc par les électeurs donc de sa commune, et ensuite il est aussi agent de l'État parce que la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales prévoit un certain nombre de domaines donc dans lesquels le maire agit en tant que représentant de l'État. Et donc le maire et ses adjoints travaillent sous le contrôle donc du conseil municipal. C'est-à-dire, lorsque vous prenez, pour caricaturer un peu la situation, lorsque vous prenez une association, le conseil municipal représente en fait ce qu'on peut qualifier d'assemblée générale, si nous étions dans le cadre des activités d'une association. Donc le maire met en application tout ce que le conseil municipal a décidé véritablement. En ce qui concerne les attributions du maire et des adjoints, elles sont de deux ordres. D'une part, nous avons des attributions d'ordre général et d'autre part, des attributions de police. Et en la matière, les attributions générales des maires et leurs adjoints sont organisées donc par les articles 141 à 149 de la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales. Le maire établit donc le projet d'ordre du jour des séances du conseil municipal. Toutes les sessions qui demandent à ce que les conseillers municipaux se réunissent. Donc le conseil municipal se réunit. Donc c'est
le maire qui détermine le projet d'ordre du jour, qu'il communique donc il communique préalablement donc l'ordre du jour donc aux conseillers municipaux et aux conseillers municipaux véritablement. Préside donc les séances et exécute donc les délibérations, coordonne les actions de développement, veille à la rentrée donc des impôts, taxes et droits municipaux, tout ce qui est collecte donc d'argent donc au niveau donc de la commune, détermine en accord avec le conseil municipal le mode d'exécution donc des travaux communaux. Donc, il donne son avis toutes les fois que cet avis donc, est requis ou est sollicité par les lois et règlements ou qu'il est demandé donc, par l'administration. Le maire exécute aussi les délibérations du conseil municipal. Il est chargé sous le contrôle du conseil de conserver et d'administrer les propriétés donc, de la commune et de prendre donc en conséquence tout acte conservatoire à cet effet, de gérer les revenus et de surveiller les services donc de la recette municipale, de préparer et de proposer le budget, donc le budget communal, et ensuite d'ordonner les dépenses. Donc le maire est l'ordonnateur, c'est lui qui ordonne donc les dépenses liées aux différentes activités donc de la commune. Le maire dirige donc les travaux communaux. Le maire veille à l'exécution donc des programmes de développement. Il pourvoit aux mesures relatives donc à la voirie municipale. Le maire passe les marchés et ses baux communaux. Le maire conclut les actes de vente, d'échange, de partage, d'acceptation de dons et legs, d'acquisition et de transactions lorsque ces actes ont été autorisés par le conseil municipal. Et donc le conseil municipal, c'est l'organe délibérateur donc, de la commune véritablement. De représenter, donc le maire peut représenter donc, la commune en justice. Le maire veille à la protection de l'environnement et prend en conséquence des mesures de nature à empêcher et à supprimer la pollution et les nuisances, à assurer la protection des espaces verts et de contribuer à l'aménagement du cadre de vie des populations donc, au niveau donc, de sa commune. Le maire est chargé en outre de l'administration de la commune. Il peut déléguer par arrêté une partie donc, de ses fonctions aux adjoints et à défaut à d'autres membres du conseil municipal, à d'autres conseillers donc municipaux. Ainsi, le maire ou son délégué représente donc la commune dans les conseils, les commissions et organismes dans lesquels donc la représentation donc du maire est prévue par les lois et règlements en vigueur véritablement. En sa qualité donc maintenant d'agent de l'État, parce que on dit d'abord que le maire c'est lui qui représente la population parce qu'il a été élu par sa population, par la population de la commune. Et ensuite, on dit que le maire est un agent donc de l'État dans les domaines qui sont prévus par la loi relative à la décentralisation et liberté locale. Donc, en sa qualité d'agent de l'État dans la commune, le maire, sous l'autorité du préfet, est chargé de la diffusion et de l'exécution des lois et règlements, de l'exécution des mesures de sûreté générale, des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois et règlements. Il est responsable donc de la mise en œuvre au niveau donc de la commune, de la politique de développement économique, social et culturel définie donc par le gouvernement. Et donc toujours en termes d'attribution générale, le maire est officier d'état civil et peut donc déléguer ses attributions à un adjoint ou au secrétaire général donc de mairie. Donc les délégués délivre donc valablement sous son contrôle et sa responsabilité d'ailleurs tout extrait, copie et bulletin d'état civil, quelle que soit donc la nature donc des actes. Ainsi, la création des centres municipaux et centres secondaires d'état civil relève donc de sa compétence. Il nomme les agents d'état civil. Il veille également à ce que toute personne décédée bénéficie d'une sépulture descende donc d'un tombeau, d'une tombe, sans distinction d'origine, de race, de sexe ou de religion. Donc le maire prend aussi des arrêtés pour ordonner donc des mesures locales sur les objets confiés donc par les lois à sa vigilance et à son autorité, diffuser à nouveau les lois et règlements et de rappeler les citoyens à leur observation véritablement. À côté donc des attributions d'ordre général, nous avons évoqué également que le maire et les adjoints au maire ont des attributions de police véritablement. Principalement, ces attributions du maire et des adjoints sont exposées par les dispositions de la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales, notamment en ses articles 152 à 156. Et donc de façon concrète,
vous vous rendrez compte que le maire, sous le contrôle du préfet, est chargé de la sécurité publique dans sa commune. Donc dans la commune dans laquelle il est maire, véritablement, il intervient. Et donc concrètement, vous vous rendrez compte que le maire, sous le contrôle du préfet, est chargé donc de la sécurité publique dans la commune où il est élu maire. Il intervient dans tout ce qui intéresse le nettoyement, l'éclairage public, l'enlèvement, la suppression des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'introduction de ne rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puissent nuire par sa chute véritablement, ou celle de ne rien jeter qui puisse véritablement causer un dommage aux passants ou des exhalaisons nuisibles. Dans la répression donc des atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameublement dans les rues, rassemblements nocturnes qui troublent donc le repos des habitants et tout acte de nature à compromettre véritablement la tranquillité publique. Et dans le mode de transport, donc des personnes décédées, les inhumations et les exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence donc dans les cimetières, dans le maintien du bon ordre véritablement, l'accessibilité pour tous à tout endroit ouvert au public, dans l'inspection sur la fidélité du débit donc des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et la salubrité donc des comestibles exposés en vue de leur vente, dans la prévention par des précautions convenables et de faire cesser par la distribution de secours nécessaires les accidents et les fléaux calamiteux véritablement, ainsi que les pollutions de toute nature, de pourvoir d'urgence à des mesures d'assistance et de secours. Et s'il y a lieu véritablement de provoquer l'intervention de l'administration supérieure dans la prise des mesures nécessaires contre toute personne dont l'État pourrait compromettre donc la morale, la sécurité donc des personnes ou la conservation des propriétés, dans l'édiction et aussi donc de mesures destinées à lutter contre la divagation donc des animaux et dans la pollution donc au niveau donc de la commune. Il faut aussi souligner que le maire, dans ses attributions de police, délivre donc les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, les fleuves, les rivières, les lagunes, les lacs et autres lieux publics au niveau donc de sa commune. Il donne également les autorisations de bâtir, donc les permis de construire véritablement au niveau donc de sa commune véritablement. Enfin, le maire prescrit aux propriétaires, usufruitiers, fermiers ou tout autre possesseur ou exploitant d'entourer d'une clôture suffisante les puits, les immeubles et les excavations présentant donc un danger pour la sécurité publique, ainsi que les terrains insalubres et délétères véritablement. Donc en grosso modo, c'est ce qu'on peut retenir en termes d'attribution d'ordre général et les attributions d'ordre de police qui sont prévues donc par la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales des maires et des agents aux maires véritablement.